d'exploitation. D'accord. D'accord, merci. Donc, tel qu'on avait dit la dernière fois, donc on avait dit que le système mobile, c'est un système embarqué, d'accord, avec donc c'est un système d'exploitation embarqué, donc il comprend tous les caractéristiques d'un système d'exploitation, mais en plus les spécificités, il fait attention aux spécificités du fait que ce soit embarqué dans un matériel, et donc alors, tel qu'on avait dit, en fait, ça assure toutes les fonctionnalités des systèmes d'exploitation, on va dire génériques, gestion de la mémoire, ordonnancement, système de fichiers et autres. D'accord. Alors maintenant, on va s'intéresser plus au système Android. D'accord. Donc, voici l'architecture des systèmes Android. Donc, la première couche, c'est la couche application. En fait, comme tous les systèmes, la première couche, donc la couche accessible à l'utilisateur ou l'interface avec l'utilisateur, c'est la couche application. Dans les applications, on va trouver toutes les applications que vous avez sur votre téléphone. D'accord? Pour faire des appels, pour vous connecter, pour discuter, d'accord? Visualiser des contenus multimédia ou autres. Donc, c'est la couche application. On trouve toutes les applications qu'on a sur le téléphone. D'accord? Donc, ces applications-là reposent sur un framework, d'accord? Le framework application qui implique, d'accord, des managers, qui implique des processus qui vont gérer ces applications-là. D'accord? Par exemple, on a Activity Manager. Alors, il faut savoir que chaque application Android est elle-même composée d'un ensemble d'activités. C'est ce que nous allons voir en TP. D'accord? Donc, il y a l'Activity Manager qui va gérer les différentes activités de chaque application. Chaque application est affichée sur des fenêtres. D'accord? Donc, c'est une interface en forme de fenêtrage. Donc, on a le Window Manager qui va gérer ces fenêtres-là. Imaginez que vous avez une application où vous voulez pour passer des appels et du coup, vous avez tous vos contacts qui sont enregistrés quelque part, d'accord? Et puis, ces contacts-là, comment ils sont gérés? Ils sont gérés par le Content Provider, d'accord? Pareil, il y a le Package Manager, Téléphonie Manager pour la téléphonie, Resource Manager pour la gestion de toutes les ressources, Location Manager pour gérer localisation GPS, d'accord? Et les Notification Manager, parce que vous savez en fait que dans les applications mobiles, on a souvent des notifications, on reçoit des informations sous forme de notifications. Et ces notifications-là sont gérées par le Notification Manager. Alors, ce framework-là repose, d'accord, sur un autre niveau. Donc, où son exécution ou son fonctionnement nécessite des bibliothèques. D'accord? Et donc là, il y a les librairies. Donc, on a les librairies. Parmi les librairies, on a le ressource. Donc, Surface Manager. Donc, si c'est un système de fenêtrage, donc il y a des surfaces. Et donc, ça implique le Surface Manager. D'accord? Tout ce qui est contenu média, donc il y a la bibliothèque sur les Media Framework qui est nécessaire. Donc, si on a un fichier ou des données qui sont enregistrées, donc il y a SQLite qui est nécessaire. D'accord? WebKit pour tout ce qui est web ou connexion, nécessite de connexion Internet. OpenGL ES pour tout ce qui est affichage, encore qui nécessite OpenGL. SSL pour tout ce qui est sécurité, par exemple. D'accord? Et puis, il y a le libc. Le libc, c'est une bibliothèque qui est spécifique
Alors, je disais libc, c'est une bibliothèque, donc c'est du code C, d'accord, spécifique à Android, d'accord. Alors, toutes ces applications, pour qu'ils puissent s'exécuter correctement, il y a ce qu'on appelle le framework d'exécution. Donc, dans le framework d'exécution, c'est Android Runtime qui inclut donc les librairies, Core Library, et puis la machine virtuelle d'Alvik. Alors, il faut savoir que avant la version KitKat, il n'y avait que la machine virtuelle d'Alvik. Donc, il n'y avait pas le framework Runtime. D'accord. Alors, ensuite, ça a été amélioré. Pourquoi ils ont rajouté le Android Runtime? Donc, le Android Runtime, quand une application est installée sur le téléphone, elle est directement précompilée. D'accord. Il y a directement une compilation qui se fait au moment de l'installation. Et donc, cette amélioration a permis de gagner en énergie, par exemple, et en temps d'exécution. Parce que imaginez qu'à chaque utilisation de l'application, il y aura une recompilation à l'exécution. D'accord? C'est ce qui se faisait auparavant. Maintenant, avec le Android Runtime, la compilation se fait au moment de l'installation. D'accord? Déjà, il y a une partie de la compilation qui se fait. Ensuite, au moment de l'exécution, sur la machine virtuelle d'Alvik, d'accord? Il y a aussi une compilation, une deuxième partie qui se fait sur cette machine virtuelle. Alors, toutes les applications s'exécutent sur une machine virtuelle. D'accord? Quand vous allez lancer une application, il y a une instance de la machine virtuelle sur laquelle va s'exécuter l'application que vous aurez lancée sur votre téléphone. D'accord? Donc, Android Runtime implique la machine virtuelle d'Alvik sur laquelle les processus ou les applications s'exécutent, d'accord? Mais avec l'amélioration que l'application est déjà précompilée au niveau de l'installation pour gagner en temps d'exécution et en gestion d'énergie. On avait dit que la spécificité des systèmes embarqués, c'est la gestion d'énergie parce qu'ils ont des batteries autonomes, d'accord? Et qui sont là, ils sont mobiles. Donc là, la batterie, elle est mobile, donc elle n'est pas chargée tout le temps. Et donc, il est nécessaire que le mode de fonctionnement assure une économie d'énergie. D'accord? Donc, ça, c'est pour la troisième couche. Donc, tous ces processus, d'accord, s'exécutent sur un système d'exploitation. Le système d'exploitation, donc le noyau du système d'exploitation, c'est un système unique. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Le système Android, c'est une variante du système Linux. D'accord? Donc, implique tous les caractéristiques d'un système Linux avec des adaptations. D'accord? Il y a des plus, il y a des moins. Donc, adaptation à un système Android ou bien un matériel qui est Android. Donc, le noyau Linux implique donc tous les drivers, d'accord? L'affichage, gestion de la caméra, gestion des périphériques, donc tous les périphériques, donc caméra, clavier, d'accord, la mémoire, l'audio, d'accord. Et donc là, on revient au Power Manager, et donc ça, c'est le processus du système qui me permet de gérer, d'accord, l'énergie. Et puis, il y a le binder épicé. Ce binder-là, c'est ce qui va gérer le partage des ressources entre les applications. Alors, vous imaginez bien que nous avons des ressources limitées sur un système mobile. D'accord? C'est petit, et donc ce sont des ressources qui sont limitées. Et donc, ce processus système, le binder épicé, va gérer le partage des ressources entre les différentes applications qui s'exécutent sur votre Android. D'accord? Donc, ça, c'est spécifique à système mobile Android. Comme ça, c'est Android. Spécificité de l'Android. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous arrivez à suivre? Je ne vais pas trop vite. Je vais... Le son est clair, l'image est claire.
la dernière partie, et donc c'est le noyau. Donc là, le noyau Linux, on avait dit, voilà, ça c'est les couches, comment fonctionne votre téléphone Android, d'accord? Et donc, on avait dit qu'il y a les applications. Donc vous, en fait, que quand vous allez interagir avec le téléphone comme matériel, vous allez utiliser des applications. D'accord, on est bien d'accord, on utilise des applications. Mais pour que ces applications puissent fonctionner correctement, d'accord, ces applications reposent sur un framework. Donc, ce sont des processus de gestion. D'accord. Ces processus de gestion-là, pour qu'ils puissent s'exécuter, nécessitent des librairies. D'accord, du code stocké quelque part. Donc, c'est des librairies. D'accord. Et puis, surtout, ils fonctionnent sur une machine virtuelle. Donc, ces applications-là vont s'exécuter sur une machine virtuelle. Et là, on a le Android Runtime. Je vous avais dit, en fait, c'est à partir de la version KitKat que Android Runtime a commencé à être mis en place sur Android. D'accord. Et on avait dit que l'Android Runtime nous permettait d'améliorer les performances en temps d'exécution et donc en gestion d'énergie aussi. D'accord. Et donc, il y a toujours une machine virtuelle sur laquelle vont s'exécuter ces applications. Toute cette gestion est assurée par un système d'exploitation. D'accord, on est bien d'accord, comme pour les PC, comme pour toute autre utilisation, on va dire. D'accord. Donc, le système d'exploitation est un noyau Unix. D'accord. Tout ce que vous avez appris sur l'Unix reste valable, reste vrai, à des adaptations près. D'accord. Par exemple, sur un système Unix, si vous vous rappelez bien, il n'y a pas le binder IPC. D'accord. Donc ça, c'est un processus système qui est propre au système Android. D'accord. Et donc, le système Unix, donc on a tout ce qui est gestion de la mémoire, gestion des périphériques. Et donc, dans les gestions périphériques, on trouve le camera driver, le keyboard driver, d'accord, écran aussi pour le display driver, audio driver, mais aussi la gestion de la mémoire. Donc, on a flash memory driver. Donc, c'est le système d'exploitation qui va aussi gérer la mémoire, d'accord. On aura aussi un processus qui va gérer l'énergie. On avait dit que la gestion d'énergie est un élément très important dans les appareils mobiles, étant donné qu'ils sont portables, donc ils ne sont pas branchés tout le temps, en fait. Ils ne sont pas tout le temps alimentés. Donc, ils ont une batterie avec une durée de vie réduite qu'il faut gérer au mieux pour assurer une durée de vie plus longue possible. D'accord. Et on avait dit aussi que il y a le binder IPC qui va gérer le partage de ces ressources entre ces différentes applications. Imaginez que vous avez lancé 2 applications sur votre téléphone, comment les 2 vont accéder à la mémoire, comment les 2 vont gérer une caméra, comment les 2, d'accord, vous pouvez écrire ou saisir des choses pour les 2 applications. D'accord. Donc, il y a le IPC Binder qu'on va voir plus tard, qui va gérer le partage des ressources entre différentes applications. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Merci à vous. D'autres questions? Donc, en fait, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. C'est juste que j'avais mis du texte, en fait. Ce que j'étais en train de dire, il est mis en texte sur les slides. Donc, c'est ce qu'on avait dit, en fait. Tout ce que je vous avais expliqué est écrit, et ce qui vous permet aussi de récupérer le cours, d'accord, pour pouvoir... En fait, c'est des notes. Comme ça vous permet d'avoir des notes pour vous.
Alors, ce que j'avais expliqué en fait sur le Android Runtime, d'accord? Je vous avais dit en fait c'est avant, il n'y avait que Dalvik, il n'y avait que la machine virtuelle Dalvik. Ensuite, est apparu ou est rajouté le Android Runtime. Donc, Android Runtime ou la machine Dalvik sont des frameworks d'exécution, c'est-à-dire que la base sur lesquelles vont s'exécuter ces processus-là ou ces applications-là. Et on avait dit que c'était une machine virtuelle. Donc, Dalvik est une machine virtuelle qui permet d'exécuter ces applications-là. D'accord? Elle est basée sur une architecture de registre. D'accord? Alors, alors, ce qu'on appelle Dalvik, le format d'exécution Dalvik, c'est le point DEX. D'accord? Dalvik Execution. DEX. D'accord? C'est le Dalvik Execution. En fait, sur Android, ce qu'on va voir en fait en TP, quand nous allons concevoir une application, le code source va être écrit en Java. D'accord? Quand on va compiler les applications, il y a le point classe qui va être généré. D'accord? Alors voilà, donc c'est à partir d'ici. Sur le schéma, vous avez vos fichiers sources qui sont écrits en Java. D'accord? Ils vont être compilés avec le compileur Java, le Java C, d'accord? Vont être générés les points classe, d'accord? Et pour qu'ils puissent maintenant, là, ça ne sera pas un code Java qui va s'exécuter sur un PC, mais ça sera du code Java qui va s'exécuter sur de l'Android, d'accord? Et là, pour qu'on puisse avoir une exécution sur Android, il y a les points DEX, d'accord? Donc, il y a le compileur DEX qui va générer les points DEX. Ces points DEX-là, d'accord, qui vont, avec lesquels on peut créer, d'accord, en faisant du packaging, le point APK. Ça veut dire que quand vous allez créer votre application sur Android Studio, au départ, vous allez écrire du code Java et au final, vous allez avoir un APK pour votre application. C'est cette APK-là, celle-ci, que nous allons voir comment l'exécuter sur un téléphone Android, sur une tablette ou sur un dispositif Android. D'accord? Donc, sur Android Studio, au départ, ça va être du code Java que vous allez écrire, compilé avec le compilateur Java C, bien sûr. Il faudrait que ça soit correctement écrit en Java. D'accord? Mais là, on a la particularité de l'exécuter sur un Android et pas sur un PC. Et donc là, on a aussi un autre compilateur, ce qu'on appelle le DEX compiler, qui va générer les points DEX. D'accord? Les points DEX, c'est ces fichiers-là qui vont être exécutés sur la machine virtuelle Dalvik. D'accord? Alors, ces points DEX-là vont être packagés, d'accord, sur un ensemble de packages. C'est les points APK. Donc, en sortie, on aura les points APK qui vont s'exécuter sur chaque application et au format APK pour qu'elles puissent s'exécuter sur votre Android. D'accord? Maintenant, une fois que le Android Runtime est rajouté, donc on a le ART Head of Time. D'accord? AOT, Compiler Runtime. Et du coup, vont s'exécuter. Donc là, ils vont être générés. On génère le ART Runtime. Je vous avais dit, en fait, la particularité d'Android Runtime, c'est que c'est plus juste une machine virtuelle où on exécute les applications, mais il y a eu on va dire, des améliorations ou des optimisations, d'accord, pour que au moment de l'exécution, on gagne du temps et on gagne en énergie. Et donc, du coup, le code, d'accord, qui était le point DEX, est auparavant compilé, d'accord, pour pouvoir s'exécuter directement au moment où vous lancez l'exécution de votre application. Donc, il y a déjà une pré-compilation qui se fait au moment de l'installation, quand vous allez installer votre APK. D'accord? Alors, le noyau Unix, en fait, c'est tout ce qu'on avait parlé sur le noyau Unix. Là, je mets juste l'accent sur l'EPC Binder. C'est la communication interprocessus. D'accord? Alors, il faut savoir que chaque processus ou chaque application est lancée sur un processus particulier.
Et c'est le binder qui va assurer le partage des ressources. D'accord? C'est basé sur un partage de mémoire. Et puis, c'est lui qui va gérer les problèmes de concurrence et de synchronisation. D'accord? Donc, ça, c'est juste pour savoir comment est composer l'architecture de votre téléphone. Maintenant, quand vous allez voir votre téléphone, vous allez comprendre que vous interfacez, vous interagissez juste avec des applications, mais il y a des couches derrière qui permettent l'exécution correcte, d'accord, de vos applications. Maintenant, on va voir le processus de boot. Ça veut dire quand vous allez allumer votre téléphone, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, nous allons, dans le cours, nous allons commencer étape par étape. Et donc là, la première étape, c'est l'étape d'initialisation. Donc là, on va démarrer votre téléphone. Et du coup, il y aura, comme sur le PC, un système de boot qui va faire booter votre système. D'accord? Il y a des étapes. D'accord? Alors, la première étape, ce sont des processus, un ensemble de processus qui vont commencer à charger. D'accord? Vous savez, pour qu'une application, pour qu'un processus puisse s'exécuter sur une machine, il faut qu'il soit chargé en mémoire. On est bien d'accord? Donc, le processus de boot va commencer à charger en mémoire, étape par étape, les processus nécessaires, d'accord, à l'exécution, on va dire, de la prochaine étape, jusqu'à ce que tout le système soit chargé sur votre téléphone et qu'il puisse s'exécuter, d'accord, qu'il puisse fonctionner. La première étape, on va charger le boot ROM, étant donné que toutes les étapes nécessitent un chargement des processus en mémoire. Et donc, il faut au préalable mettre en place cette mémoire. D'accord? Donc, il y a le boot ROM qui va lui-même lancer le bootloader, qui va lancer le noyau Linux. Vous savez que le père des processus, c'est init. D'accord? C'est un système Unix. Donc, le père des processus, c'est init. C'est lui qui permet, à partir duquel sont instanciés les autres processus Unix. D'accord? Donc, init permet de charger le runtime. On avait dit le runtime permettait l'exécution. D'accord? On va voir, donc, Zygote, c'est quoi, et la machine d'Albig. Donc là, on va détailler chaque étape. Donc, cette étape-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le bootloader, c'est ce qui me permet de mettre un setup de la mémoire, d'accord, mettre en place la mémoire. Le bootloader, c'est ce qui va permettre de charger le noyau du système. Une fois que le noyau système est chargé, bien sûr, on charge init, c'est le père des processus. C'est à partir duquel tous les autres processus vont être instanciés. Pardon. En cinquième étape, c'est le framework d'exécution qui est mis en place. D'accord? Une fois que le framework d'exécution est mis en place, les services, nous allons voir les services, d'accord? Donc là, une utilisation sur Android implique la notion de service, ce qu'on va voir plus tard dans le cours, d'accord? Donc il y a le service manager qui est lancé, donc instancié, et le système serveur. Donc il y a tous les managers qui vont être s'exécuter. Donc nous allons voir étape par étape. Dans la première étape, on avait dit le bootloader. D'accord? C'est ce qui me permet de mettre en place, d'accord, la mémoire. D'accord? Donc il va, à partir d'une inde, le boot média, d'accord, où il y a le système de fichiers. Vous savez en fait que tout est enregistré ou tout est stocké sur le disque dur. Et pour qu'il puisse s'exécuter, ils vont être chargés en mémoire. D'accord? Donc, il y a le boot RAM qui va lancer le processus à partir du système du fichier, d'accord? À partir du boot média, du système du fichier, pour le mettre en mémoire. D'accord? Et là, la mémoire, elle est mise en place. D'accord?
On démarre avec le bootloader code. C'est ce qui va, en fait, ce qu'on appelle le first stage du bootloader. Donc là, le bootloader est, en fait, on a des étapes, ce qu'on appelle first stage, second stage du bootloader, qui sont chargées dans la RAM. Et donc, le bootloader va passer la main de son exécution dans une deuxième étape. Alors, je vais vous expliquer directement sur le schéma. Et donc là, on a, à partir du boot RAM qui a mis en place la mémoire, il y a le bootloader qui va être chargé de charger en mémoire. D'accord? Une fois que la mémoire est mise en place, il y a un processus qui s'appelle le bootloader qui va prendre aussi du système de fichiers. D'accord? Bien sûr, tout est enregistré, tout est stocké dans un système de fichiers. Donc, on va prendre du système de fichiers pour les placer en mémoire. D'accord? Alors, le bootloader, qu'est-ce qu'il va placer? On a A, C et E. D'accord? Il va détecter et mettre en place la mémoire vive. D'accord? Il va mettre, donc le first stage du bootloader va charger le main bootloader et le placer dans la RAM. Le second stage, on a le bootloader, il a deux étapes. D'accord? Le second stage est lancé et donc il va initialiser le système de fichiers, la mémoire additionnelle, les pilotes, les réseaux et autre chose. Ensuite, il va lancer le code pour charger le CPU, initialiser les protections de bas niveau de la mémoire, les options de sécurité, pour pouvoir ensuite, à partir du boot média, lancer le noyau Linux. Donc, une fois que le bootloader aura permis, d'accord, de placer le noyau Unix en mémoire, ce sera le noyau Linux maintenant qui va prendre le relais, d'accord, qui va pouvoir s'exécuter. Et donc, le noyau Unix, il va aussi, d'accord, pouvoir s'exécuter. Il va exécuter quoi, d'accord? Il va initialiser les contrôleurs d'interruption, tout ce qui va me permettre de protéger la mémoire, le cache, le système de scheduling, d'accord? Donc là, le système utilise une mémoire virtuelle, c'est ce qu'on avait dit, et donc il va lancer les processus utilisateurs. Comme le premier processus, c'est init, donc il va d'abord lancer init, d'accord? Donc là, c'est juste un exemple où se trouve init, et dans système core init, d'accord, dans la racine. Vous aurez compris c'est quoi c'est un chemin depuis la racine où se trouve init. D'accord? Donc, une fois le noyau est chargé en mémoire, c'est lui qui va s'exécuter. On avait dit, chaque processus, pour qu'il puisse s'exécuter, doit être d'abord chargé en mémoire. D'accord? Et donc, le noyau, il va gérer toutes les interruptions, donc mettre en place les interruptions. C'est ce qui va me permettre d'avoir un minimum de sécurité, d'exécution et tout ça. Ensuite, donner la main à init, qui est le père des processus. D'accord? Quand init, il faut d'abord avoir que init maintenant a la main pour s'exécuter. D'accord? Donc, il va pouvoir mettre en place le framework d'exécution des processus, on va dire, fils ou des processus applications. D'accord? Donc, le zygote, c'est un processus qui permet de... Donc, il est lancé par init, d'accord? Et c'est ce qui permet de gérer la machine virtuelle d'Alvik, d'accord? On avait dit que les applications s'exécutent sur une machine virtuelle. Et donc, le zygote est un processus qui gère cette machine virtuelle, d'accord? Il permet de la lancer et de la gérer. À ce moment-là, puisque la machine virtuelle est en train de s'exécuter, d'accord? Et donc, les applications utilisateurs peuvent s'exécuter, d'accord? Du texte, des données sont chargées pour pouvoir s'exécuter. D'accord? Une fois la machine virtuelle est en exécution, donne la main, puisse s'exécuter le système serveur. Alors, le système serveur, c'est un premier composant Java qui va s'exécuter sur le système. Et c'est lui qui va permettre de démarrer les services
d'Android. D'accord? Les services, on va les voir plus en détail plus tard. Donc, par exemple, la téléphonie, le Bluetooth. Donc, on va voir les différents services qui sont nécessaires à l'exécution. D'accord? Des applications. D'accord? Donc, le système serveur, c'est lui qui permet l'exécution des services pour que les applications puissent s'exécuter. D'accord? Alors, je répète rapidement. Alors, on avait dit, il y a des étapes. D'accord? Regardez, step 1. Donc, une fois que première étape, elle est exécutée, la deuxième et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a un système de fichiers, d'accord? Où tous les processus sont sur ce système de fichiers. Système et processus utilisateur sont sur le système de fichiers. D'accord? Une fois que vous allez mettre sous tension ou bien allumer votre Android, d'accord? Que ce soit téléphone ou tablette ou autre. Donc là, le fait d'allumer votre machine Android, alors il y a des processus pour qu'ils puissent s'exécuter, ça on le sait, c'est une règle générale, doivent être en mémoire pour qu'ils puissent s'exécuter. Au départ, ils sont sur le système de fichiers, d'accord? Donc à la première étape, il y a le boot ROM, un processus qui s'appelle le boot ROM, qui est chargé, d'accord, de mettre en place la mémoire et de préparer l'exécution des processus suivants. Donc, à la première étape, il y a le boot ROM qui permet de mettre en place la mémoire. Lui-même va lancer le bootloader. Le bootloader, c'est un chargeur. Ça veut dire qu'il va charger les processus de système de fichiers vers la RAM. D'accord? Et donc, le bootloader, on avait parlé de two stages, first stage ou second stage. D'accord? Donc, le premier stage va charger le main bootloader et le placer dans la RAM. Le second stage du bootloader pour pouvoir lancer le second stage. D'accord? Maintenant, le second stage, c'est lui qui va faire toutes les initialisations et pouvoir lancer le noyau Linux. Donc, on avait dit dans une troisième étape, lancer le noyau Unix. Le noyau Linux, quand il est chargé, il va mettre en place ou bien les spécifications du système et donc les systèmes d'interruption, d'accord, par exemple, le système pour gérer les registres, gérer un minimum de sécurité et tout ça. Donc ça, c'est le noyau système qui est chargé. Pour qu'il puisse, ou pour que les applications puissent s'exécuter, il commence par charger le père des processus qui est init. D'accord? C'est le père des processus. Init, d'accord? Une fois qu'il est chargé en mémoire, donc c'est lui qui prend la main pour s'exécuter. Quand il s'exécute, il va lancer une instance de Zygote. On avait dit que Zygote est lui-même un processus qui est chargé de lancer la machine virtuelle d'Alvik, d'accord? Ou d'assurer l'exécution de la machine virtuelle d'Alvik. D'accord? À ce moment-là, pour que les applications donc, peuvent être chargées à partir de là, pour qu'ils puissent s'exécuter correctement, il y a le système serveur, d'accord? Il lance lui-même, va lancer le système serveur qui va s'exécuter sur la machine virtuelle et le système serveur, par exemple, c'est lui qui va gérer le service manager. Et donc, service manager, c'est ce qui va me permettre de gérer les services. Il faut savoir que chaque application fait appel à un service pour qu'elle puisse s'exécuter. Et donc là, c'est quand les services sont lancés ou bien en exécution que ces applications-là peuvent s'exécuter correctement. D'accord. Donc là, vous avez Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie?
D'accord. D'accord, merci. Donc là, nous allons passer à la couche application pour qu'on puisse démarrer le TP. D'accord? Alors maintenant, les applications Android, pour qu'on puisse comprendre le TP, enfin qu'on puisse, en fait, en TP, ce qu'on va faire, c'est de créer des applications. Donc là, il faut comprendre ce que c'est qu'une application sous Android. Donc, une application Android, elle est composée au minimum d'activités. Donc, une activité, c'est une partie de l'application qui présente une interface à l'utilisateur. Vous allez voir qu'au démarrage, quand vous allez créer une application, vous allez commencer par créer des activités. D'accord? Et là, on retrouve le service dont on vient de parler. C'est quoi un service? Un service, c'est une tâche de fond, sans interface. D'accord? Sans interface, donc elle n'a pas d'interface, mais l'application fait appel à ce service-là. Donc, ce sont des tâches qui s'exécutent. Mais, alors, on avait dit que c'est l'activité qui me permet d'avoir une interface. D'accord? Maintenant, si j'ai une tâche nécessaire, mais qui ne nécessite pas une interface, là, je vais faire appel à un service qui va le faire. D'accord? On a le content provider. Donc, généralement, tous les... Bon, on va dire ça, c'est les composants génériques des applications. Après, suivant l'utilité des applications, il y a des applications qui nécessitent un content provider, d'autres pas. D'accord? Alors, le content provider, c'est ce qu'on appelle le fournisseur de contenu. Et permet le partage d'informations d'une application ou entre différentes applications. On va voir en fait que un service peut être aussi associé à différentes applications. D'accord? Maintenant, peut-être qu'il y a des applications qui accèdent ou bien qui demandent à accéder, par exemple, à vos contacts. D'accord? Là, au minimum, je veux dire, à titre d'exemple, vous pouvez me donner, vous, des exemples, des applications qui accèdent aux contacts, qui nécessitent d'accéder aux contacts. Donc, déjà à l'installation, pour pouvoir les utiliser, très bien, oui. Truecaller. Donc, on a Viber, très bien. Donc, on a exactement. Très bien, voilà. Donc, en fait, ces applications, déjà au démarrage, vous avez une notification ou bien un message qui vous dit que cette application demande l'autorisation d'accéder à vos contacts. D'accord? Donc, ces applications-là, quand elles étaient conçues, au moment de leur conception, ont nécessité de l'intervention de content provider ou le fournisseur de contenu. D'accord? Récepteur d'intent, ce qu'on appelle le broadcast receiver, permet donc c'est ce qui permet en fait de gérer les intents en fait. Donc tout ce qui est un intent, ce qu'il faut savoir c'est un intent, c'est un message, c'est une information qui circule, d'accord? Donc si on dit qu'il y a un message, donc il y a un émetteur et un récepteur, d'accord? Et le broadcast receiver, c'est ce qui me permet, d'accord, de recevoir ces intents-là. C'est-à-dire que là, je vais dire que mon application, si mon application intègre un broadcast receiver, ça veut dire que mon application est capable, d'accord, d'intercepter et de répondre à les intents, donc à des messages. D'accord? Par exemple, vous pouvez me donner des exemples d'applications qui nécessitent l'utilisation d'intent. J'ai dit intent, c'est des messages. Donc, intuitivement, tout ce qui est messagerie. D'accord? Voilà, tous les, oui. Et aussi toutes les applications que vous avez citées tout à l'heure, toutes impliquent donc gère les contenus. Donc
impliquent, accèdent au contact et puis permettent de gérer aussi des messages entre des applications. Et là, donc, utilise un broadcast receiver. D'accord? Donc, c'est, on va dire 1, 2, 3, 4. C'est les 4 composants de base, d'accord, des applications Android. Maintenant, on va voir l'activité. D'accord? Donc, on avait dit qu'une activité, les applications peuvent inclure plusieurs activités. Une application, je peux avoir une application de messagerie électronique, c'est ce qu'on vient de parler. Une activité qui va lancer des emails. Une activité pour rédiger un nouvel email. Une activité pour lire un mail. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Activité, c'est interface. D'accord? Donc, c'est ce qui va me permettre d'avoir une interface pour chaque tâche. D'accord? Donc, vous avez besoin d'avoir une interface et une activité. Une tâche. Maintenant, une tâche peut être réalisée sur une activité, comme elle peut nécessiter un ensemble d'activités. D'accord? Un ensemble d'interfaces. Donc, une activité n'est pas nécessairement fournie par une seule application. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui peuvent être partagées par différentes applications. Donc, là, on va voir comment Android gère les piles d'activités. Parce que quand vous allez lancer une activité et ensuite une autre, une activité qui va lancer une autre va être... donc là, c'est organisé sur un système de piles. D'accord? Et ensuite, pour revenir en arrière, on va dépiler la pile. D'accord? Donc, voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que là, si la première activité va lancer une deuxième activité, la deuxième activité va lancer la troisième, et la troisième va lancer une quatrième, par exemple. D'accord? Maintenant, si on est à la deuxième et qu'on veut faire marche arrière, d'accord, nous allons dépiler. D'accord? Donc là, à la première activité, on a activité 1, d'accord, au départ. Quand l'activité 1 a lancé l'activité 2, donc l'activité 1 est devenue en arrière-plan. Elle est en foreground activité. D'accord? Elle est passée en arrière-plan et donc elle est empilée dans la pile et elle est passée en arrière-plan. Maintenant, c'est quelle activité qui est en avant-plan? C'est l'activité qui vient d'être lancée et donc c'est l'activité 2. D'accord? Qui est devenue en avant-plan. Maintenant, quand l'activité 2 a lancé l'activité 3, d'accord? Donc, elles sont empilées. Donc, l'activité 1 et 2 sont empilées dans la pile. Et puis, en avant-plan, c'est devenu l'activité 3 qui est en avant-plan. D'accord? Maintenant, quand on fait marche arrière, d'accord? Quand on fait marche arrière, donc l'activité 3, elle est détruite. Et c'est l'activité 2 qui est devenue tête de pile. D'accord? Et c'est elle qui est maintenant en premier plan. D'accord? Et ainsi de suite. C'est pareil pour les autres éléments de la pile. Alors, ce qu'il faut savoir que dans une application, on peut avoir plusieurs interfaces et donc plusieurs applications, plutôt plusieurs activités. Et ces activités-là sont gérées sur un système de piles. On a une activité, on va dire, qui est active, elle est en premier plan. Les autres sont sur la pile. D'accord? Maintenant, quand on fait marche arrière, d'accord, quand on revient à une activité précédente, donc l'activité qui n'est plus en cours d'exécution, elle est détruite, d'accord, et c'est l'activité tête de pile qui redevient active. Donc là, on a la notion de tâche avant-plan et de tâche en arrière-plan. D'accord? Donc, une activité qui est en avant-plan, là on a Z qui c'est une activité qui est en avant-plan, Y, donc elle est dit en arrière-plan. D'accord? Foreground activité et background activité. D'accord?
Alors, maintenant, quels sont les états des activités? On a vu une activité qui n'est pas encore lancée, qui n'est pas encore créée, donc une application n'a pas encore démarré. D'accord? Maintenant, quand vous allez démarrer votre activité, la toute première activité, quand vous allez démarrer votre application, cette application contient un ensemble d'activités. Donc, la première devient active. D'accord? La première devient active. Quand elle devient active, elle est soit donc, elle est running, donc elle est en cours d'exécution, elle est visible et on peut interagir avec. Donc, has focus, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec. D'accord? Maintenant, quand on la met en pause, d'accord, elle peut être visible, mais elle n'a pas de focus et donc elle peut être terminée. Avant de pouvoir la terminer, d'accord, on peut aussi la stopper. Donc, elle est stopped. Si elle est stopped, donc quand elle est plus visible, on ne va pas la voir, on ne peut pas interagir avec, et du coup, on peut la terminer. D'accord? Ça, c'est le cycle de vie des activités. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'activité. D'accord? On va le voir plus tard. Alors, Android communique les changements d'état à l'application en appelant les méthodes spécifiques. Donc, en fait, pour qu'elle soit dans ces étapes-là, le passage d'un état à un autre se fait par un appel de méthode. D'accord? Ce qu'on appelle les callbacks. Alors, on va aller voir sur le schéma. D'accord? Donc, une activité est lancée. Donc, on a le onCreate. C'est une méthode, d'accord, qui est appelée, qui permet de créer cette application-là. D'accord? Elle est créée. Ensuite, il y a le onStart qui permet de la mettre active. D'accord? Et le onResume. Donc là, l'activité, maintenant, après la création, le start et le resume, elle devient running. Donc, elle devient en cours d'exécution. D'accord? Maintenant, elle est en cours d'exécution. Imaginez qu'il y a une autre activité, d'accord, qui veut être lancée. Et du coup, cette activité-là va devenir, elle, en arrière-plan. Donc, elle est en pause. D'accord? Donc, il y a appel de la méthode on pause. Et donc, l'activité qui était ici running, elle devient paused. D'accord? Elle est en pause. Donc, si l'activité n'est plus utilisée, d'accord, elle n'est plus visible, il y a l'appel de onStop qui maintenant s'exécute, il y a onStop qui s'exécute, et l'activité maintenant peut se terminer, peut être détruite par un appel système de la méthode onDestroy. D'accord? Et donc, l'activité n'est plus. À ce niveau-là, l'activité n'est plus. D'accord? Mais une activité qui est lancée, qui est créée, on a lancé son exécution, qui a le focus. Donc, on interagit avec. Donc, elle est devenue active. D'accord? Ensuite, elle est mise en pause parce qu'il y a une autre activité qui est venue s'exécuter. D'accord? Donc, il peut y avoir, d'accord, elle est on pause, il peut y avoir qu'il y a une autre activité qui est plus prioritaire qu'elle. Il peut y avoir aussi, on n'a pas assez de ressources mémoire. D'accord? On avait dit, on est sur un système mobile et donc on a des, on va dire, on a des restrictions. D'accord? On a des restrictions sur la mémoire. C'est possible qu'on n'a plus de mémoire et donc on va voir, est-ce que cette activité est prioritaire ou non? Si elle n'est plus prioritaire, donc à process qui est appelé et donc là, elle est directement, on peut la relancer après avec onCreate. D'accord? Maintenant aussi, une fois qu'elle est en pause, d'accord, ça veut dire qu'il y a une autre activité qui est venue et qui est devenue en avant-plan. Donc ici, elle est en pause, donc elle est en arrière-plan. Maintenant, il y a un autre cas de figure, c'est qu'on appuie sur
sur le bouton de marche arrière et donc on revient à cette activité-là, donc on la reprend, d'accord? Donc il y a un appel à on resume qui me permet de remettre cette activité en exécution, d'accord? Donc une fois qu'elle est on stop, une fois qu'elle est on pause, donc elle est paused, une fois que on pause est appelé et donc l'activité elle est paused. Une fois qu'elle est paused, il y a deux cas de figure. Soit il n'y a pas assez de mémoire, donc il va falloir l'arrêter et pour la relancer, il faut appeler onCreate, d'accord? Ou bien il y a assez de mémoire, mais que le bouton de retour arrière a été cliqué et donc on rappelle onResume pour pouvoir la remettre en avant-plan et donc en cours d'exécution. D'accord? Maintenant, si elle est en cours d'exécution et qu'il est arrivé une autre activité et donc elle est devenue en arrière-plan, donc paused, donc on pause est appelé, on n'en a plus besoin, vraiment on n'interagit pas avec, donc il y a on stop qui est utilisé, qui est appelé. Alors si elle est stopped, maintenant il se peut que l'utilisateur, d'accord, renavigue vers sur cette activité-là. Et donc, il y a le on start qui est appelé et elle revient à l'état start. Elle passe par l'appel de onResume qui permet de la remettre sur la ligne. D'accord? Ça, c'est le cycle de vie d'activité. Donc, on va voir ceci en TP. D'accord? Vous allez voir que quand on va créer une application, on va créer l'activité et là, il va falloir dire cette activité. Donc, elle est au départ. Et puis, puisque nous sommes en train de concevoir cette application et mettre en place cette activité, il va falloir spécifier à sa création qu'est-ce qui va se passer. Et donc, spécifier les méthodes onCreate, onStart et ainsi de suite. D'accord? Si on veut plutôt la terminer à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer et ainsi de suite. Après, il y a des choses que ne seront pas programmées dans l'application. Par exemple, le App Process Kill, c'est un processus système. D'accord? Ce processus système, il est déclenché par, on va dire, une alarme. On a la mémoire, une alarme qui est déclenchée par un niveau de mémoire bas. Donc, le Process Kill est lancé automatiquement par le système d'exploitation pour libérer de la mémoire. D'accord? Donc, onCreate, elle va être appelée quand l'activité est créée à la première fois. D'accord? Initialise l'état global de l'activité. Bien sûr, elle hérite de super onCreate. Donc, chaque activité aura sa propre méthode onCreate. C'est-à-dire, elle est héritée par une méthode globale onCreate. C'est ce qu'elle va instancier les vues et les interfaces des utilisateurs. Initialise le content view de l'activité. D'accord? onStart, appelée si l'activité a été arrêtée et elle est sur le point de redémarrer. Les actions sont possibles à ce niveau-là. Et puis, elle va reprendre l'état sauvegardé de l'activité. onStart, c'est que l'activité est sur le point de devenir visible. Il y a des actions possibles. Et puis, elle réinitialise l'application. onPause, tel que son nom l'indique, va basculer sur une autre activité. D'accord? Et puis, cette activité est arrêtée et elle devient en background. onStop, l'activité n'est plus visible à l'utilisateur, mais peut être redémarrée plus tard. Donc, l'état est sauvegardé. À l'appel de onDestroy, l'activité est sur le point d'être détruite. Sauvegarder l'état persistant. Alors, les applications, vous savez, vous, tout le temps que vous êtes sur votre téléphone, vous lancez une application, vous l'arrêtez plusieurs fois. D'accord? Donc, les apps ont tendance à être tuées et redémarrer souvent. Donc, il y a sauvegarde de l'état interne quand l'app est tuée et détruite.
Il y a rechargement de l'état sauvegardé quand l'application est redémarrée à travers les callbacks. Donc, on save instant state avant de tuer l'app et on restore quand on redémarre l'application. D'accord? Ce sont des callbacks qui me permettent de sauvegarder et de restaurer le dernier état d'une application. Alors, elle est appelée également lors de la rotation de l'appareil. Activité tuée et redémarrée pour charger de nouvelles ressources. Alors, pour sauvegarder l'état d'une activité, on avait dit que les activités, on fait appel à des activités plusieurs fois. Les applications, on leur fait appel plusieurs fois et donc les activités sont sauvegardées. D'accord? Donc, une activité, elle est en cours d'exécution. D'accord? Donc, il y a une autre activité. Cette activité-là peut avoir lancé une autre activité ou une autre activité est en cours d'exécution. D'accord? Est devenue en foreground. Du coup, cette activité-là qui est en cours, elle est enregistrée. D'accord? On save instant state, elle enregistre cette activité-là. L'activité, ici, elle n'est plus visible. Et donc, c'est ce qu'on avait dit, il y a deux cas de figure. D'accord? Soit elle est reprise, d'accord, avec un bouton de retour arrière. Donc, il y a on restart qui est relancé. Ou bien, il n'y a pas de mémoire et donc elle est arrêtée par... Il y a un appel de processus kill pour libérer de la mémoire. Et donc là, ça nécessite de la recréer. Alors, ce qu'il faut savoir, on a parlé ici de app process kill. Et donc, on avait dit que c'est un processus qui arrête des processus, termine leur exécution pour pouvoir libérer de la mémoire. Alors, comment il va choisir quelle activité arrêter et pas une autre, d'accord? Alors, pour pouvoir choisir, il y a des priorités. Donc, il y a une hiérarchie de priorités. Donc, Linux récupère la mémoire en supprimant les processus de faible priorité. Donc, il y a 5 niveaux de priorité. Android classe un processus dans le plus haut niveau qui peut lui affecter. Alors, on parle des processus, il y a les foreground process. Alors, les foreground process, c'est les processus qui sont en cours d'exécution, donc avec lesquels l'utilisateur est en train d'interagir, d'accord? Et ceux-là ont une priorité maximale. D'accord? Critical priority. Donc, la priorité la plus importante est accordée aux processus qui sont en cours d'exécution par l'utilisateur. Cours d'utilisation avec l'utilisateur. Et donc, du coup, on ne va pas les sacrifier s'il y a un problème de mémoire, d'espace mémoire. Deuxième niveau de priorité, c'est le high priority. Et là, on retrouve les processus qui sont visibles et les processus de service. Donc là, le service, la notion de service revient. On avait dit que service est une tâche qui est en train de s'exécuter en arrière-plan. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'interface forcément reliée à ce service-là. D'accord? Maintenant, le troisième niveau de priorité, c'est low priority. On a les processus qui sont en background et les processus vides. Donc, les processus qui sont en background et les processus vides sont les premiers à être sacrifiés en cas de manque de mémoire. D'accord? Si on n'a pas de mémoire. Donc, si on revient à l'état
au cycle de vie du processus, là, on avait sacrifié celle qui était posed. D'accord? Non pas celle qui était en running. Donc, l'activité qui était posed, c'est elle qui a été sacrifiée par le process killed. D'accord? Donc, c'est les background process. D'accord? Qu'on avait sacrifié pour pouvoir libérer de la mémoire. Donc, un processus en avant-plan est dit foreground process. Un processus qui est nécessaire pour ce que l'utilisateur est en train de faire. On avait dit, c'est le foreground process. L'utilisateur est en train d'interagir directement avec ce processus, donc avec cette activité. Maintenant, un processus est dit visible, qui n'interagit pas avec l'utilisateur, mais qui peut affecter ce que l'utilisateur voit à l'écran. D'accord? Mais il n'y a pas forcément d'interaction avec ce processus visible. D'accord? Donc là, on avait dit visible process. Donc, celui qui est au foreground, il y a une interaction avec l'utilisateur. Visible, il intervient sur ce qu'il voit, mais il n'y a pas d'interaction directe entre lui et l'utilisateur. D'accord? Alors, service, processus service, on avait dit, c'est un processus qui exécute un service et est lancé par la méthode start service. Bon, c'est ce qu'on va voir plus tard. D'accord? Donc, un service, on avait dit que c'est une tâche qui n'a pas d'interface nécessaire pour s'exécuter. Mais, par exemple, le foreground process qui exécute une activité avec laquelle interagit l'utilisateur fait appel, par exemple, à un service. D'accord? Donc, cette activité qui est en premier plan et avec laquelle interagit l'utilisateur nécessite, pour qu'elle puisse s'exécuter, nécessite l'exécution d'un service, par exemple. D'accord? Donc là, je préfère m'arrêter ici parce que, bon, intent, ça va être autre chose. Donc, ce qui nous intéresse pour le premier TP, c'est les activités. D'accord? Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une activité, le cycle de vie d'une activité. D'accord? Pour pouvoir faire le premier TP. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est toujours les mêmes qui interagissent et les autres, ils sont où? Merci. Allez, les autres.